Rien de plus injuste que de ne pas pouvoir profiter d'une maison qui vous appartient. Mais quand cela fait 10 ans qu'elle est squattée et que même la justice se casse les dents, cela devient insupportable. La détresse d'une famille, c'est l'histoire que nous raconte Ève Bartoli. Voilà, derrière ces roseaux se trouve ma propriété, une propriété d'une maison habitable de 250 mètres carrés, 4 hectares de terrain. Aujourd'hui se trouve un couple de gardiens qui ne me laisse pas rentrer malgré de nombreuses décisions de justice. Moi, je suis dehors, eux ils sont dedans et ils s'opposent à mon entrée. Et cette situation dure depuis plus de 20 ans. En 1987, Fernande, la grand-mère d'Emmanuel, engage un couple de gardiens pour occuper les lieux. En contrepartie, ce dernier peut habiter un logement annexe du domaine. À peine un an plus tard, Fernande souhaite se séparer des gardiens. Elle leur demande de quitter sa propriété. La réaction était toute simple. Ma grand-mère s'est présentée sur sa propriété. Elle s'est trouvée dans l'incapacité de rentrer chez elle parce que ces gardiens avaient changé toutes les serrures de toute sa propriété. Les gardiens avaient décidé qu'ils étaient maîtres des lieux, donc ma grand-mère ne pouvait plus rentrer chez elle. Fernande n'a plus le choix. Elle assigne les gardiens en justice. Accompagnée de son fils Jean-Paul, elle se rend au tribunal. Le gardien a présenté un bail. C'était un faux, parce que dessus, il y avait la signature, qui n'était pas la signature de ma mère. Il a fallu faire des études graphologiques pour pouvoir le déterminer. Le juge reconnaîtra le bail comme un faux. Logiquement, le 17 octobre 1990, le tribunal autorise Fernande à pénétrer à l'intérieur de sa propriété. Mais les gardiens ont plus d'un tour dans leur sac. Vous allez voir comment, grâce à de simples légumes, ils vont pouvoir rester dans les lieux en toute légalité. Au tribunal, le gardien a fait valoir qu'il cultivait des asperges sur les terres de ma grand-mère. Ma grand-mère a reconnu devant ce dit tribunal qu'ils avaient partagé la récolte, une seule récolte, et que le tribunal a reconnu donc l'existence d'un bail verbal d'une validité de 9 ans. Pendant 9 ans donc, les gardiens ne pourront pas être expulsés. Fernande, elle, n'aura pas la chance de revoir sa propriété. En 1999, elle meurt en quelques mois, emportée par un cancer. Son fils, Jean-Paul, est obligé de refuser l'héritage. J'ai vu un conseiller juridique qui m'a bien expliqué, vu qu'il y a les gardiens dans la propriété, vous ne pouvez pas rentrer, pour le sortir, il faudra entamer des procédures qui vont vous coûter les yeux de la tête. En revanche, Emmanuel accepte. Je voulais me battre pour la mémoire de ma grand-mère, pour l'honneur de ma famille. J'ai entamé toutes les poursuites judiciaires contre ces personnes. Selon Emmanuel, en 2002, le couple de gardiens aurait contacté son père et voilà ce qu'il lui aurait proposé. Si on lui versait la somme de 150 000 €, il quittait les lieux sous un mois. Mais pour Emmanuel, pas question de transiger. Il préfère assigner en justice les gardiens. Le 25 janvier 2007, le tribunal déclare fondé le non-renouvellement du bail. Il constate que les gardiens sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2005. Il ordonne leur expulsion et les condamne à payer plus de 13 000 € au titre de la dette locative. Mais les gardiens font appel, ce sera peine perdue. Le 10 décembre 2007, le tribunal confirme le jugement, mais surtout, il condamne en plus les gardiens à payer plus de 111 000 €, une somme correspondant à 20 ans de loyer impayé. Ma réaction était une réaction de soulagement. J'espérais que cette décision de justice soit exécutée le plus rapidement possible pour procéder à l'expulsion du couple de gardiens présents depuis 21 ans. Mais les gardiens n'ont pas dit leur dernier mot. Ils saisissent le juge de l'exécution. Leur objectif ? Obtenir des délais de paiement. Le 16 mai 2008, le tribunal les autorise à s'acquitter de leurs dettes en 24 mensualités de 650 €. Le couple de gardiens n'a pas respecté la première décision rendue par le juge de l'exécution. En plus de ça, un mois après, il ressaisit la même juridiction pour demander des délais supplémentaires pour partir. En effet, devant le juge, les gardiens font valoir qu'il est impossible pour eux de se reloger, malgré toutes les démarches qu'ils ont effectuées. Ce monsieur, ayant 500 € de retraite avec son épouse, s'est mis à rechercher des biens ne correspondant pas du tout à ses revenus, des villas T4 avec piscine, n'a fait aucune demande de logements sociaux auprès d'aucun office HLM. Et ça montre encore une fois sa mauvaise foi qu'il met pour quitter les lieux.
Un avis partagé par le juge. Pour lui, la demande de délai pour quitter les lieux n'a qu'un caractère dilatoire et ne repose sur aucun fondement sérieux, étant précisé que les gardiens ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de 10 mois pour quitter les lieux. Le 3 octobre 2008, ils sont déboutés. Pour Emmanuel et sa copine, plus de temps à perdre. La trêve hivernale approche. Dans moins d'un mois, il sera impossible d'expulser les gardiens. Ils écrivent donc au sous-préfet. Le jour de notre tournage, ils contactent la personne en charge de leur dossier. Nous enregistrons la conversation. La demande d'expulsion a été refusée encore. Oui. Je veux juste savoir si on pourrait avoir une date, parce qu'il m'a dit que vous n'y avez pas donné de date, mais c'est pas possible qu'on donne pas une date d'expulsion. Si, on peut pas donner de date, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on arrive à la période hivernale. La période hivernale, on ne peut pas accorder... C'est le 1er novembre. Voilà, donc nous, ce qu'on... Mais alors ça sert à quoi d'avoir une loi qui se fait jusqu'au 1er novembre? Dans ces cas-là, on fait la période hivernale au 1er octobre. Non, mais attendez. L'expulsion, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts comme ça. C'est quand même pas... c'est quelque chose de délicat. Il y a des mesures qui sont prises. Il faut laisser... Bon, de toute façon, ça se discute pas. Le sous-préfet a pris une décision. Elle n'est pas discutable, si vous voulez. Je suis très surpris aujourd'hui de la décision du sous-préfet. Pourtant, il a été saisi de ce dossier depuis le 3 août. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. C'est notre deuxième demande. Il ne veut toujours pas nous l'accorder. Qu'est-ce que je fais? Oui, en plus, on se bat pas que pour nous. On se bat aussi pour son cousin qui est autiste. On a besoin de vendre cette maison pour le faire rentrer dans un institut spécialisé. Donc je pense qu'au bout de 10 ans, il y en a assez. Et on ne va pas encore attendre 6 mois que le préfet veuille bien donner une date pour qu'il ait droit un petit peu à la dignité. Le droit à la dignité, le droit aussi à une vie paisible, sans procès. Mais un nouveau danger guette Emmanuel et son cousin, les impôts. Jusqu'à présent, ils se sont arrangés avec eux. Depuis 1999, ils n'ont payé aucune taxe foncière. Ils doivent aujourd'hui plus de 11 000 € d'arriérés chacun. Si je ne m'acquitte pas de cette somme, plus les droits de succession non chiffrés à ce jour, je risque des poursuites judiciaires. Pour Emmanuel, plus question d'attendre. Après 21 ans de bataille judiciaire, 25 000 € de frais d'avocat et malgré des décisions de justice en sa faveur, rien ne bouge. Les gardiens occupent encore illégalement le domaine, ils ne s'acquittent toujours pas de leur loyer. Pire, ils n'ont pas payé un centime des sommes auxquelles ils ont été condamnés. Emmanuel souhaite avoir des explications. Accompagné de son père, il décide de se rendre sur sa propriété. Elle est située à plus de 250 km de là. 2 heures plus tard, les voilà sur place. Il n'y a personne? Non, pas de voiture. C'est comme abandonné. Il n'y a rien. Il y a une poubelle en plein milieu. Il y a des plots. Et on n'arrive pas à voir la maison, il y a trop de feuillage qui a poussé. Descends doucement. On va faire le bout du terrain. S'il y a des chiens, tout ça, c'est qu'il y a du monde. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a plus personne, quoi. C'est pas de chien, hein, pas d'animaux. Pas de chien. Pas de chien, pas de danger. Équipés d'une caméra cachée, Emmanuel et son père décident de pénétrer dans le domaine. Attention des branches. Pour atteindre la maison, ils doivent traverser une bonne partie du terrain. On va vers la maison. Les volets sont entrouverts, en haut, de partout. Bon, voilà les volets entrouverts. Il faut allumer que les lumières de dehors. À mon avis, c'était pour faire croire qu'il y avait du monde. Voilà, les serres sont vides de tout, à part tout ce Les vélos d'enfants. Les jouets des enfants à l'époque où ils vivaient ici. Bon, alors, ben là c'est où il y avait tout le matériel agricole entreposé. A priori, on va voir à côté. Les poubelles, je vais voir si c'est frais. Tourne. On va lier le canin, c'était de la nourriture pour chien. Mais non, c'est vraiment que c'est. Portail est ouvert? Oui. Ah, vas-y.
Et voilà, le portail est même ouvert. On ferme le portail. Elle est ouverte en 80, cette propriété, en fin de compte. Il n'y a aucun verrou de fermé, il n'y a rien. Donc n'importe qui demain vient, et peut-être être squatté par quelqu'un. On aura retourné encore dans un deuxième épisode, quoi. Il faut nous aider dans parce que nous, on ne sait plus à quel sens se vouer, là. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Votre père disait, on ne sait plus à quel sein se vouer. Ça fait 10 ans que ça dure. Comment on peut tenir, comment on peut se battre pendant tant d'années? Je l'ai fait pour ma famille, pour ma grand-mère. On lui a volé sa propriété. Un jour, elle est partie chez ma mère à Antibes pour se rendre en vacances. Elle s'est représentée à sa propriété. Les serrures étaient changées. Elle lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait de mes affaires personnelles, mes vêtements, mes bijoux, mes papiers. On les a brûlés, madame. Je ne sais pas ce qu'il a contre nous, ce monsieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a même douté de vous, de votre parole. Tout à fait. À la fin, on se demande quand même si on est vraiment chez nous ou pas, en fait. Ma grand-mère a été mise en examen dans ce dossier. On lui a demandé qu'on prouve comment elle a acheté cette propriété en 1976. Moi, je n'étais même pas né. Il y a aussi votre cousin. Et vous le disiez dans le reportage, on a besoin de cette propriété, pas pour en jouir, même pas, mais pour la vendre parce qu'on a besoin de cet argent. Parlez-nous de votre cousin. Tout à fait. Mon cousin donc, est autiste, reconnu. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre adapté en France. Le seul centre qu'il y aurait, ça serait en Belgique. Mais en Belgique, il faut payer. Il n'y a aucune prise en charge de l'État français. Aujourd'hui, avec le produit de la vente de cette maison, on pourrait le placer dans ce centre adapté. Et ça, à aucun moment, vous avez essayé de joindre ce monsieur ou son avocat pour lui demander un peu d'humanité? Il est sans foi ni loi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore, foi en la justice, c'est une façon de parler, mais est-ce que vous pensez encore que vous allez récupérer cette maison? Je l'espère. Sandrine? Non, j'y crois plus. Vous y croyez plus? Non. Vous pensez que ce couple va rester ad vitam dans cette maison? Ça fait quand même 10 ans qu'il pourrit votre vie, donc à un moment donné, il va quand même falloir qu'il lâche. Je veux dire, c'est faire payer les asperges. Moi, je veux dire, voilà, là, on voit comment on peut instrumentaliser la justice, parce que le coût des asperges est quelque chose d'exceptionnel. Pour pouvoir faire ça, il faut connaître le droit rural, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. À partir du moment où on partage la récolte, il y a un bail qui est renouvelé et qui est mis en place, verbal. Donc ça, c'est quelqu'un qui a un très très bon conseil, qui instrumentalise en fait la justice et les procédures. Qu'est-ce que c'est que ce bail verbal? Il suffit que je vous dise simplement quelque chose et j'en suis comptable devant la justice? Oui, Christophe, il faut savoir qu'en France, on a un code napoléonien qui est un code rural, en fait. Hein, et à partir du moment où on avait un agriculteur qui n'avait pas de terre, hein, et à partir du moment où il était payé en nature, sur la totalité de la récolte ou sur une partie de la récolte, que ce soit les fruits ou que ce soit du lait ou que ce soit des animaux, il était titulaire d'un bail rural. Et donc, il ne pouvait plus être expulsé. Et alors, donc là, Gérard a raison, on est bien d'accord, on est sur un spécialiste ou alors quelqu'un de très bien conseillé. Qui utilise le droit parce qu'il aurait très bien pu rester dans sa maison de gardien et continuer à exploiter les asperges et laisser la grand-mère dans sa propriété. Ce qui montre bien que c'est un escroc, c'est que non seulement il a utilisé la législation très particulière sur les baux ruraux, mais de surcroît, il est allé dans la maison de la grand-mère d'Emmanuel. Et à partir de là, il a utilisé toute la législation sur l'absence d'expulsion et la protection du locataire. Donc on passe de la protection de l'agriculteur sans terre à la protection d'un locataire. Oui, on passe du code napoléonien à quelque chose qui s'applique encore aujourd'hui en 2009. Ce qui est bien, c'est qu'on a une passerelle vraiment aujourd'hui, c'est que de Napoléon, on peut arriver, si vous voulez, à la République. Et finalement, aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut permettre d'exécuter des décisions de justice. Et là, on a un préfet qui ne veut pas, qui est défaillant. Alors, le sous-préfet a un problème. Il a un problème, c'est qu'il est d'ordre général à l'heure actuelle, dans les cas d'expulsion, que tous les sous-préfets, tous les préfets de France ont une notice et une note administrative, qui est une circulaire qui leur indique qu'à partir du 30 septembre, on ne procède plus à des expulsions en prévision de la fin du mois d'octobre. Voilà, ils sont liés. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Mais c'est parfaitement scandaleux. Mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Il a été tranché
que l'on peut saisir le tribunal administratif de façon à engager la responsabilité de l'État. Donc, si on n'a pas la force publique pour exécuter une décision de justice, à partir de là, c'est l'État qui va régler les dommages-intérêts. Et je crois qu'à partir du moment où le préfet... C'est l'État qui va régler les dommages et intérêts causés parce qu'un représentant de l'État n'a pas décidé de... C'est la raison pour laquelle une requête devant le tribunal administratif est tout de suite communiquée au préfet et qu'à partir du moment où il y a une procédure contre lui, il risque de réagir plutôt rapidement. Je pense qu'il faut qu'on essaye de joindre ce préfet. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, il n'applique pas la loi. Ce n'est pas possible. Alors, puisqu'on attend beaucoup de la décision de ce monsieur et qu'il est énormément demandé, on vient de l'entendre, je vous propose d'appeler le sous-préfet d'Arles. C'est peut-être de lui que viendra la décision et l'expulsion tant souhaitée. Emmanuel, n'est-ce pas? Tout à fait, ce que j'espère. Un couple de gardiens squatteurs qui se fiche depuis des années de la justice. Un sous-préfet qui n'arriverait pas à faire appliquer une décision de justice, une situation impensable pour l'équipe de Sans Aucun Doute qui décide de l'appeler. Ah, il est en réunion. Mais vous voulez qu'on je rappelle dans 10 minutes? Oui, comme ça je le préviens pour qu'il finisse son rendez-vous. Vous le prévenez, il sort de sa réunion et on se parle tous les deux. Voilà. D'accord. Ça sera mieux. À tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Au revoir. Au cours de notre enquête, une information nous est parvenue. Le couple de gardiens aurait quitté la maison. Stratagème pour tromper une fois de plus Emmanuel ou réalité? Nous décidons de vérifier avec Ève Bartoli, notre journaliste sur place. Que va-t-elle nous apprendre? Ève, est-ce que vous m'entendez? Oui, Christophe, je vous entends. Alors Ève, la question que nous nous posons, c'est est-ce que cette maison est vide ou pas? Écoutez, moi je suis devant aux alentours, il ne se passe strictement rien, il n'y a aucun bruit, il n'y a vraiment rien. Ce qui serait peut-être bien, Ève, c'est que vous alliez regarder, parce que ça aussi c'est un indice, peut-être pour dire tout simplement nous sommes encore là s'ils sont partis. Ça serait bien de voir si quelqu'un a pu rentrer dans cette maison, si elle est toujours dans cet état d'abandon et de désolation qu'on a constaté grâce à votre reportage. Et à ce moment-là, vous nous rappelez? Écoutez, moi je suis à 2 minutes de la maison, j'y vais immédiatement, je vous rappelle quand je suis devant pour essayer de rentrer en même temps que vous. Bon Ève, essayez donc de voir si vous pouvez trouver des indices sur la présence ou non de ces gens, s'ils reviennent de temps en temps dans cette maison. Et nous, on va essayer d'appeler ces squatteurs. A priori, on a le numéro de téléphone pour pouvoir les joindre et on va les contacter tout de suite. Malgré nos nombreuses tentatives pour essayer de le joindre, l'ex-gardien ne répond pas. Où se trouve-t-il? Peut-être quelque part sur le domaine. Ève enquête sur place pour traquer le moindre signe de vie. Car effectivement, depuis notre dernier passage, la situation a évolué. Voilà. Alors, non, la lumière, je ne peux pas l'avoir d'ici. En revanche, je m'approche de la boîte aux lettres. Il n'y a plus de courrier, alors que la semaine dernière, il y en avait quand nous sommes venus faire la caméra cachée. Les locataires passent donc à la propriété. Mais sont-ils à l'intérieur? Vivent-ils dans le domaine? Nous voulons en avoir le cornet et demandons à Ève de partir à la recherche d'indices. Du haut qui sont ouverts. Et je suis trop petite malheureusement. Les lumières extérieures sont toujours allumées. Les chenils sont ouverts. Il y a une vieille casserole avec de l'eau croupie dedans. À première vue, aucun signe de vie. Pourtant, ce sac poubelle montre qu'ici, récemment, il y a eu du passage. Ces squatteurs de luxe voudraient-ils faire croire qu'ils occupent toujours les lieux ou ont-ils déjà quitté la propriété? Nous, on va essayer d'appeler ces squatteurs et on va les contacter. Pour le savoir, dans un instant, nous contacterons l'ex-gardien. Et là, coup de théâtre, car notre homme va tenter de renverser la situation. Si nous en sommes là, c'est que j'ai eu affaire à des truands, et qu'ils nous ont fait des menaces pour éventuellement nous détruire. Mais cela fait 20 ans que cet homme occupe la propriété. 20 ans de trop pour Emmanuel. À un moment donné, vous allez être expulsé, point à la ligne. Vous aurez à payer 111 000 €. Où on trouve un accord? C'est clair? Cet homme va-t-il finir par quitter la propriété, par la force s'il le faut, ou arriverons-nous à trouver la solution de la dernière chance? La réponse dans un instant. Il y a quelques instants, nous suivions les déboires d'Emmanuel. 20 ans qu'il se bat pour récupérer son bien. 20 ans que l'ex-gardien vit sur la propriété familiale. Pourquoi, comment et de quel droit ce monsieur vit-il toujours dans la propriété? La réponse, c'est tout de suite, car nous sommes en ligne avec lui.
Oui. Bonjour, Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission. Je suis très heureux de vous avoir et je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Emmanuel Barroso. Oui. Et j'avais quelques petites questions à vous poser. La première, c'est que depuis le temps que le contentieux dure entre vous, quand est-ce que vous allez pouvoir lui rendre sa maison, qui était la maison aussi de sa grand-mère? Si nous en sommes là, c'est que j'ai eu affaire à des truands, hein, qui ont été condamnés à maintes reprises et que malheureusement ils nous ont fait des menaces. Ils ont tout fait pour éventuellement nous détruire. Mais monsieur, pour le moment, ce que l'on sait, c'est que vous avez viré de sa maison, il n'y a pas d'autre mot, la grand-mère d'Emmanuel, en lui brûlant ses affaires, en lui pillant ses bijoux. Non, absolument pas. Non. Je n'ai rien brûlé, je n'ai viré personne. Ce sont des gens qui se sont plus manifestés pendant 10 ans. Monsieur, vous nous avez tendu un faux bail qui a été reconnu par une cour d'appel étant un faux usage de faux. Non, c'est moi qui ai entretenu la propriété, la maison et toute la propriété pour la laisser en état. Mais écoutez, cette maison vous appartient pas, pourquoi y est encore dedans? Vous avez l'impression de renverser la vapeur, là, ou le cours de l'histoire. Non, mais j'enferme pas la vapeur, monsieur. Moi, j'ai été leurré. Par qui? Les tribunaux m'ont donné raison. Non, ils vous ont condamné. Non, sauf la cour d'appel cette fois-ci, monsieur. Ben oui, heureusement, à un moment donné, c'est pas le loto, quoi. On peut pas essayer d'avoir 25 tirages avant de gagner. Excusez, monsieur. Jusqu'à présent, j'ai gagné toutes les procédures. Voilà. À un moment donné, même si vous étiez locataire, vous ne payez pas de loyer, monsieur. Vous devez 111 000 euros. Monsieur, écoutez-moi bien, j'ai fait cassation à la décision. Hein? Voilà. À un moment donné, vous allez être expulsé, point à la ligne. Vous aurez à payer 111 000 euros. Où on trouve un accord. C'est clair? Et on revient plus sur le passé? Oui, moi j'ai donné autorisation à mon avocat de traiter avec l'avocat. D'accord, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes prêt à partir? L'avocat a justement répondu à l'avocat de la partie adverse en disant que nous étions d'accord de partir. Bien sûr, il nous a proposé d'abandonner la dette. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que vous quittez la maison et sans payer le dédit et sans payer la dette, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez, devant avocat, effectivement, si les poursuites sont abandonnées à votre encontre, quitter et rendre les clés de cette maison? Aucun problème, monsieur, de ce côté. Au même moment où vous signez le document, vous rendez les clés. Je rends les clés dans les 2-3 jours. Et puis... Non, vous rendez les clés à l'instant où vous signez chez les avocats. Ah, mais il n'y a pas de problème. Notre squatteur cherche-t-il à nous endormir pour gagner du temps ou est-il de bonne volonté? 20 ans de procédure passée nous amènent à douter de ce personnage. Un coup de téléphone à son avocat va peut-être nous éclairer sur les réelles intentions de ce monsieur. On a eu votre client dans le cadre de notre enquête tout à l'heure et qu'on est arrivé à cet accord avec lui parce que lui aussi visiblement voulait que l'histoire s'arrête et n'avait que trop duré. On n'avait pas attendu TF1 si vous voulez puisque les choses ont été proposées dans ce sens. D'accord, ça fait quand même 20 ans que ça dure la petite histoire. Voilà. Hein? Oui, ça... Et vous êtes d'accord qu'il faut peut-être à un moment donné trouver l'issue à cette histoire? Les choses ne sont pas aussi simples puisqu'il y a un deuxième... Monsieur Barroso n'est pas le seul héritier de cette propriété. Car il est vrai qu'Emmanuel ne peut rien décider sans l'accord de son cousin, l'autre héritier du mas familial. Autiste, il dépend de sa maman, sa tutrice. Acceptera-t-elle de valider cet accord? Pourra-t-elle oublier 20 ans d'humiliation? Nous la contactons. Allô? Oui, bonjour Odile. Oui. Bonjour Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Ah oui, bonjour. Voilà, je vous téléphone, j'ai une petite chose à vous proposer. C'est que monsieur quitte immédiatement la propriété. Laisse les clés de cette propriété. La chose se ferait dans un cabinet d'avocats, le vôtre ou le sien, mais il y a une condition, et le mais est de taille, c'est d'abandonner les sommes qu'il doit. Eh bien ça, mon neveu en avait parlé, et c'était le bac qui blessait. Moi, j'avais dit que ce personnage nous avait proposé plusieurs arrangements, entre guillemets. Alors là, il ne s'agit pas, Odile, de verser quoi que ce soit, de rien lui verser, d'acter avec votre avocat, son avocat, qu'au moment de la signature, il pose sur la table, sur le bureau, les clés
de cette maison. Alors, madame, Comment ça va se passer sur le terrain? Madame, nous avions bien évidemment avec Christophe Moulin envisagé la solution de signer sur place. C'est-à-dire qu'il remet les clés, on ouvre la porte, il remet les clés, il passe la porte, on signe le protocole, il sort dans la rue et vous êtes de l'autre côté de la grille. Bien évidemment, nous avions tout à fait pensé au fait qu'il était capable de faire signer devant un avocat un protocole et lui, dans la même journée, d'avoir appelé ses copains pour changer les serrures et réoccuper avec des nouveaux squatteurs qui sont ses cousins. On Et là, n'avait ça aucun serait, doute là-dessus. comme le dit Maître Coin, en présence d'un huissier. Voilà, sur place, bien évidemment. Sur place, en présence d'un huissier. Bien sûr. Vous savez, j'ai plus confiance en ce bonhomme. C'est un ancien gendarme. Il connaît bien beaucoup de lois et il est très bien entouré. Voilà, les choses s'expliquent grâce à vous. Pourquoi, justement, connaît-il si bien le droit? Est-ce Moi, qu'on pourrait voyez, même ce que prendre j'aurais date? aimé, tout simplement, c'est que le sous-préfet nous accorde la force de police et que ça se passe dans les règles de l'art. On va le demander, madame. Je voulais simplement Voilà. savoir si ça tardait comme ça a déjà trop tardé, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir cette solution de remplacement? Si vous pensez qu'on arrivera à l'acculer, à sortir parce qu'on a effacé l'ardoise, je veux bien mettre ma main au feu. 20 ans de douleur et de procédures ont aiguisé la méfiance de cette dame. Peut-on encore avoir confiance et accorder du crédit à la parole de l'ex-gardien? Pour l'équipe de Sans Aucun Doute, il semble qu'il n'y ait plus qu'une solution, le recours à la force et l'expulsion. Une mission difficile, car il nous faut maintenant convaincre le préfet. Monsieur Jacques Simonet? Oui, lui-même. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Très heureux de vous avoir au téléphone. Voilà, je voulais vous parler du cas d'Emmanuel Barroso. Certainement que vous êtes au courant de ce dossier et Emmanuel est sur notre plateau et on voulait savoir ce qu'on pouvait faire et je ne vous cache pas qu'on attend beaucoup de vous. Je sais que l'huissier de justice qui est mandaté a fait une tentative d'expulsion qui est restée infructueuse pour le motif de résistance passive et que j'ai été saisi le 11 août dernier d'une demande de concours de la force publique. Est-ce que vous savez d'ailleurs que ce monsieur est un ancien gendarme? Ah, je ne savais pas. Voilà, je vous donne l'information. Ça lui donne au moins un devoir, c'est de respecter les décisions de justice. Monsieur Barroso, dans sa lettre du 15, a l'air de dire que monsieur en question, que nous ne citons pas, a encore obtenu de gain de cause. Je lis sa lettre pour surseoir à son expulsion. Je dirais non. Je rassure monsieur Barroso, il n'a pas obtenu gain de cause. J'ai aujourd'hui tous les éléments et j'ai pris une décision qui va dans le sens du règlement définitif de cette affaire. Prendre une décision définitive à cette affaire, c'est l'expulsion. Vous pouvez me répondre juste par oui ou par non? Bah écoutez, oui, on peut. Merci, on peut monsieur voir le comme préfet. ça, mais à partir du moment où j'ai pris la décision, je réunis tous les acteurs et je m'assure moi-même de son exécution. Voilà ce que je peux vous dire et ce qui explique peut-être que nous ayons tardé, puisque vous savez que la date butoir de ce type d'opération, c'est le 31 octobre prochain. Et bien évidemment, je vous ai compris, il faut faire la chose avant cette date pour respecter force et de rester à la loi. En tout cas, monsieur le préfet, merci beaucoup. Je sais que vous avez simplement respecté la loi et que vous n'avez pas fait ça pour faire plaisir. Mais en tout cas, merci de nous avoir délivré ce message ce soir dans Sans Aucun Doute. On vous applaudit très fort. C'est sûr. Emmanuel et Sandrine, quoi faire entre négocier encore avec ce monsieur ou attendre tout simplement, parce que vous venez de l'apprendre sur notre plateau, que la préfecture a décidé d'expulser ce monsieur et que ça va se faire avant la date et avant la trêve hivernale? Mon bon sens me dirait d'aller dans le sens du préfet, du sous-préfet d'Arles. Je pense, hein. Oui. Et si je demande réfléchir. alors là à Sandrine, je pense que là, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. D'accord. Vous allez pouvoir savourer. Ah Moi, bah je les préfère clés, qu'il oui. sorte par la force publique, c'est une satisfaction personnelle. Après tant d'années de combat, on est arrivé là. Vous avez combattu pour votre grand-mère? Tout à fait. Et l'honneur de la famille. Moi, il n'y a pas de question d'argent dans ce dossier. Je sais bien. Moi, ça m'a pourri la vie. Ça a commencé, j'avais 10 ans. Il s'est pas passé, comme disait tout à l'heure mon amie, Sandrine, il s'est pas passé un repas de famille une seule journée sans qu'on parle du MAS. J'ai grandi avec ce problème. Vous allez parler de quoi maintenant? Vous allez vous ennuyer dans les dîners de famille? Non? Merci beaucoup à tous les deux. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et à très bientôt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, quelques jours après notre enregistrement, les squatteurs devaient quitter la propriété. Mais qu'en est-il en réalité? Car des informations nous étaient parvenues, ils avaient l'intention de s'opposer à la force publique.
L'expulsion a bien eu lieu, 2 jours seulement avant la trêve hivernale. Plus de chaînes, plus de gardiens. Emmanuel et Sandrine peuvent enfin rentrer chez eux. Dans cette pièce, il n'y a rien qu'à changer. La tapisserie, c'est celle que mes grands-parents ont fait faire dans les années 70, 80. Même le mobilier, ce buffet, cette table, c'était notre table à manger. Mais le pire, c'est que ça n'a pas bougé d'un centimètre. On dirait qu'on a fermé cette maison il y a 20 ans, on la rouvre 20 ans après. Il n'y a rien à changer de place. Le salon n'a pas bougé, la cuisine non plus. Elle est d'époque. Autre pièce, autre souvenir du passé. Là, on peut apercevoir mon vélo quand j'avais une dizaine d'années que j'utilisais. Il a été posé là comme si je l'avais laissé il y a 20 ans. Je me revois avec ce vélo sur la propriété, sur les champs autour, dans les prairies, avec mes grands-parents, ma famille, les jours heureux qui sont derrière nous. Regarde ce qu'il y a là. Mes Lego quand j'étais enfant. C'était à toi? Ouais, moi et mes cousins, on jouait avec ça. Le week-end, quand il faisait mauvais. À l'époque, on n'avait pas les consoles vidéo, tu vois, on avait des simples Lego. C'est rigolo. Retrouver ça comme le vélo. À l'étage, il y a 4 chambres. Celle de son oncle, celle de ses grands-parents, celle d'Emmanuel. La dernière a une place particulière dans son cœur. Là, c'était la chambre de ma maman. En 20 ans, ici aussi, rien n'a bougé. C'est un mélange, se retrouvant dans cette pièce, de joie et de peine. Comme je le disais tout à l'heure, les années bonheur. J'espère qu'elles reviendront. Elles reviendront sûrement, mais avec des personnes en moins. Et une personne en particulier, son grand-père, décédé il y a tout juste 2 mois. Le samedi de sa mort, quand je suis allée le voir, il est décédé le samedi dans la nuit. Et le samedi après-midi, je suis restée un petit peu de temps avec lui l'après-midi. Et la seule chose qui me venait, la seule chose dont on a parlé, c'est le masque. Il me disait qu'il ne fallait pas qu'on lâche la procédure. Et il y croyait encore. Et lui, d'après lui, on avait la décision le 3 octobre. D'après lui, le 4 octobre, on était dans la maison avec lui, quoi. C'est vraiment un truc qui lui tenait à cœur. Donc en fait, on récupère la maison pour nous, mais aussi pour lui. Malheureusement. Il est 15h, fin de la visite. Dernière étape avant d'être véritablement chez eux, changer les serrures du portail. Voilà. Merci. Alors on vous dit au revoir, on vous remercie pour tout. Maintenant on est chez nous. On a les clés, on va rentrer par la porte et sortir par la porte. Merci pour tout encore. Au revoir.